Les brutes ont choisi le mauvais conducteur. Maintenant, ils n'oublieront jamais cette leçon. Marc Dubois avait toujours été le genre de personne qui préférait les ombres aux projecteurs. À 24 ans, il possédait une présence physique imposante dont il semblait presque s'excuser. 1,93 m de muscles solides, enveloppés dans des sweats à capuche trop grands et des jeans amples qui faisaient peu pour dissimuler sa carrure puissante. Ses yeux marrons, doux et sa manière de parler douce, le rendaient beaucoup moins intimidant que sa génétique ne l'avait prévu. La plupart des gens qui rencontraient Marc ne voyaient que son calme apparent et supposaient qu'il n'était qu'un autre grand gaz inoffensif essayant de se fondre dans la masse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Marc avait passé les 15 dernières années de sa vie à se consacrer aux arts martiaux mixtes. Commençant à 9 ans après que ses parents immigrés l'aient inscrit à des cours pour développer sa confiance, il était passé de débutant maladroit à champion régional à 18 ans. Son sous-sol était tapissé de trophées, médailles et certificats de compétition dans 3 départements. Mais Marc avait appris très tôt que révéler ses capacités n'apportait qu'une attention indésirable et des défis de la part de gens cherchant à se mesurer à lui. La petite ville industrielle de Saint-Pierre-des-Usines était devenue le refuge de Marc il y a 6 mois, lorsqu'il avait pris un emploi à l'usine de fabrication locale. Il empruntait le même trajet tous les jours, descendre la rue des Ormes, passer devant le centre communautaire, traverser le carrefour central, puis prendre le boulevard des Usines. C'était un trajet paisible de 20 minutes qui lui permettait de se préparer mentalement pour une autre journée, à utiliser des machines lourdes, tandis que ses collègues restaient dans l'ignorance la plus totale de son passé de champion. Malheureusement, la paix était quelque chose que 3 fauteurs de troubles locaux n'avaient aucun intérêt à préserver. Dylan Moreau, 26 ans, était le chef officieux de ce trio d'éternels adolescents qui n'avaient jamais vraiment compris comment grandir. Grand et maigre avec des tatouages sur les bras et un air narquois permanent, Dylan conduisait une Camaro modifiée, qu'il traitait à la fois comme un moyen de transport et une arme. Ses compagnons constants étaient Tom Bernard, un roux trapu avec des problèmes de gestion de la colère, et Enzo Garcia, dont la contribution principale au groupe semblait être de rire des farces de plus en plus dangereuses de Dylan. Ces 3-là avaient transformé le trajet matinal en leur lieu de divertissement personnel, ciblant les conducteurs qu'ils jugeaient vulnérables ou intéressants. Ils collaient au pare-choc, faisaient des queues de poisson et terrorisaient généralement quiconque attirait leur attention, reculant toujours lorsqu'ils étaient confrontés par quelqu'un qui pourrait réellement riposter. Ils observaient Marc depuis des semaines, notant sa routine constante et son comportement passif lorsqu'ils l'avaient testé avec des provocations mineures. Marc les a remarqués pour la première fois un mardi matin fin septembre. Il était arrêté au feu rouge au carrefour central lorsque la Camaro noire s'est arrêtée à côté de lui, musique à fond, assez forte pour faire vibrer les vitres. Dylan a fait vrombir son moteur à plusieurs reprises, essayant d'attirer l'attention de Marc. Mais Marc a simplement regardé droit devant lui, attendant que le feu passe au vert. Quand ce fut le cas, la Camaro a démarré en trombe, lui coupant directement la route devant sa modeste berline et le forçant à freiner brusquement. « Ignore-les », se dit Marc, serrant un peu plus le volant. Il avait appris il y a longtemps que s'engager avec des conducteurs agressifs finissait rarement bien pour quiconque était impliqué. Mieux valait les laisser avoir leur moment de domination imaginaire et continuer sa journée. Mais Dylan et ses amis n'étaient pas contents d'un seul incident. Au cours des semaines suivantes, ils ont commencé à intensifier leur harcèlement. Ils suivirent la voiture de Marc sur plusieurs pâtés de maison, klaxonnant et criant des obscénités. Ils jetaient des emballages de fast-food et des bouteilles vides sur son pare-brise lorsqu'il était arrêté au feu de circulation. Tom aimait particulièrement s'arrêter à côté de Marc et faire des gestes exagérés, suggérant qu'il était faible ou effrayé. Le pire était la façon dont les autres conducteurs réagissaient à ces incidents. La plupart des gens détournaient simplement le regard, ne voulant pas s'impliquer dans la confrontation de quelqu'un d'autre. Quelques-uns sortaient leur téléphone, mais il n'était pas clair si c'était pour appeler à l'aide ou pour enregistrer du contenu potentiellement viral. La police semblait perpétuellement absente pendant ces trajets matinaux, laissant Marc gérer la situation seul. Les collègues de Marc à l'usine demandèrent parfois des nouvelles des dégâts sur sa voiture, les petites bosses dues aux objets lancés, la peinture rayée là où des clés avaient été traînées sur ses portières sur les parkings. Il haussait les épaules et prétendait que c'était probablement juste du vandalisme, ne voulant pas admettre qu'il était activement ciblé par des hommes adultes qui n'avaient rien de mieux à faire de leur temps. Il pouvait voir la pitié dans leurs yeux,
la supposition qu'il était simplement trop passif pour se défendre. « Ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable », pensait Mark pendant les rencontres particulièrement frustrantes. Mais commencer une bagarre ne résoudra rien, ça ne fera qu'empirer les choses. Il avait travaillé trop dur pour construire une vie tranquille et stable, pour tout risquer à cause de 3 ratés qui n'avaient jamais dépassé le stade du lycée. Mark avait vu ce qui arrivait quand des gens avec son entraînement perdaient le contrôle, les conséquences légales, la culpabilité, la façon dont la violence engendrait plus de violence. Il était déterminé à être meilleur que ça, même si cela signifiait endurer l'humiliation quotidienne de la part de gens qui ne tiendraient pas 30 secondes contre lui dans n'importe quel type de confrontation équitable. Le harcèlement a continué en octobre, devenant plus créatif et dangereux. Dylan a découvert que Mark prenait toujours sa pause déjeuner à la même heure et a commencé à synchroniser ses propres activités. Il passait lentement devant le parking de l'usine, criant des insultes sur l'apparence de Mark, sa voiture, sa lâcheté présumée. Tom et Enzo se penchaient aux fenêtres, faisant des gestes obscènes et prenant des photos qu'ils prétendaient publier en ligne. Un incident particulièrement mémorable s'est produit lorsque Mark marchait vers sa voiture après son quart de travail. La Camaro de Dylan s'est arrêtée le long du trottoir et les 3 hommes sont sortis, entourant Mark en un demi-cercle lâche. Ils s'attendaient clairement à ce qu'il se recroqueville ou s'enfuit, mais Mark est simplement resté immobile, main le long du corps, attendant de voir ce qu'ils allaient en faire. « Regardez cette grosse mauviette », a annoncé Dylan assez fort pour que les autres ouvriers l'entendent. « Tu fais quoi, 1,95 m et tu encaisses ça comme une petite salope tous les jours ?» Mark est resté silencieux, sa respiration régulière et contrôlée. Il pouvait sentir le calme familier qui le gagnait avant les matchs de sparring, la façon dont son rythme cardiaque ralentissait réellement lorsqu'il était confronté à une violence potentielle. Ces hommes n'avaient aucune idée qu'ils regardaient quelqu'un qui avait passé des milliers d'heures à apprendre comment blesser les gens efficacement. « Je parie qu'il pleure dans son oreiller tous les soirs », a ajouté Tom, s'approchant plus qu'il n'aurait dû. Le grand bébé ne peut même pas se défendre. Toujours, Mark n'a rien dit. Il est simplement resté là, rayonnant une immobilité qui aurait dû les mettre en garde s'ils avaient eu une réelle expérience avec des gens dangereux. Mais ils ont interprété son calme comme de la peur, son silence comme de la faiblesse. Après quelques minutes d'insultes de plus en plus créatives, ils sont remontés dans leur voiture et sont partis, riant et se félicitant d'une autre intimidation réussie. Cette nuit-là, Mark se tenait dans son sous-sol, travaillant le sac de frappe avec une précision méthodique. Chaque coup atterrissait avec le genre de force qui aurait mis fin à la confrontation en quelques secondes s'il avait choisi de l'utiliser. Mais il ne l'avait pas fait, et il était fier de cette retenue, même si une partie de lui se demandait combien de temps il pourrait la maintenir. Le point de rupture est arrivé un froid lundi matin début novembre. Mark conduisait au travail, écoutant un podcast sur la résolution des conflits, lorsque la Camaro de Dylan est apparue dans son rétroviseur. Cette fois, cependant, il n'était pas content de leur harcèlement habituel. Dylan s'est arrêté à côté de Mark à un feu rouge et a commencé à percuter sa voiture sur le côté de la berline de Mark. Le premier impact a été léger, plus un coup qu'une véritable collision. Mark a serré son volant et a continué, à regarder droit devant lui, déterminé à ne pas leur donner la réaction qu'il voulait. Mais Dylan n'avait pas fini. Il a reculé légèrement et a percuté la voiture de Mark à nouveau, plus fort cette fois, laissant une bosse visible dans la portière côté conducteur. D'autres conducteurs à l'intersection ont commencé à klaxonner, certains sortant leur téléphone pour enregistrer l'incident. Une femme dans un SUV criait quelque chose à propos d'appeler la police, mais le feu est passé au vert et la circulation a commencé à bouger avant que les autorités ne puissent arriver. Dylan a dépassé Mark et a commencé à lui faire des coups de frein répétés, forçant Mark à ralentir pour éviter de percuter la Camaro par l'arrière. Cela a duré plusieurs pâtés de maison, avec Tom et Enzo se penchant aux fenêtres, riant et faisant des gestes à la file croissante de conducteurs frustrés derrière eux. Puis Dylan a fait son mouvement le plus dangereux à ce jour. Alors qu'ils approchaient d'une intersection très fréquentée, où la circulation transversale avait la priorité, Dylan a soudainement fait une embardée devant Mark et a pilé sur ses freins, forçant Mark à choisir entre percuter la Camaro ou faire une embardée dans la circulation venant en sens inverse. Mark a donné un coup sec sur son volant vers la droite, en voyant sa berline glisser à travers l'intersection et manquant de peu un camion de livraison. Sa voiture a sauté le trottoir et est venue s'immobiliser contre un poteau d'éclairage public, l'avant froissé et de la vapeur s'élevant du radiateur.
L'impact avait été assez fort pour déclencher ses airbags, le laissant momentanément désorienté et goûtant le sang là où il s'était mordu la langue. Alors que Mark était assis dans sa voiture endommagée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, il a entendu des portières de voiture claquer. À travers son pare-brise fissuré, il pouvait voir Dylan, Tom et Enzo sortir de la Camaro qui s'était arrêtée au milieu de l'intersection. Il marchait vers sa voiture, avec l'assurance des gens qui croyaient avoir gagné une sorte de victoire. « Regarde ce que tu as fait à ma voiture, espèce de putain d'abruti !» a crié Dylan, pointant une petite rayure sur son pare-choc arrière. « Tu vas payer pour ça. » Mark a lentement repoussé son airbag et ouvert sa portière. Alors qu'il sortait de l'épave, il pouvait sentir quelque chose de fondamental changer en lui. Pendant des mois, il avait absorbé leurs abus, se convainquant que prendre la voie de la sagesse valait l'humiliation quotidienne. Mais ils venaient d'essayer de le tuer. Ils avaient transformé leur intimidation enfantine en mise en danger de la vie d'autrui. Et il se tenait là, agissant comme si c'était lui le problème. Lorsque Mark s'est redressé de toute sa taille, Dylan a fait un pas en arrière inconscient. À 1,93 m et 104 kg de muscles purs, Mark avait soudain l'air très différent de la victime passive qu'il tourmentait. Son sweat à capuche trop grand s'était déchiré dans l'accident, révélant le genre de physique qui venait d'années d'entraînement sérieux. Ses yeux habituellement doux étaient devenus froids et concentrés, comme ils l'étaient lorsqu'il évaluait un adversaire sur le ring. « Vous devez remonter dans votre voiture et partir », a dit Mark calmement, sa voix portant une autorité qui a fait que plusieurs passants ont arrêté ce qu'ils faisaient pour écouter. Dylan, cependant, était trop investi dans son personnage de dur à cuire pour reconnaître les signes avant-coureurs. « Ou quoi, grand gars? Tu vas pleurer? Tu vas appeler les flics comme une petite ?» Il n'a jamais fini la phrase. Mark avait passé 15 ans à apprendre à lire le langage corporel, et tout dans la posture de Dylan suggérait qu'il était sur le point de passer à la violence physique. Alors Mark a pris la décision qu'il évitait depuis des mois. Le coup de poing de Dylan était lent, télégraphié, et lancé avec le genre de coup de poing désordonné qui fonctionnait dans les bagarres de bar contre des gens ivres qui ne pouvaient pas se défendre. Mark l'a esquivé facilement, passant à l'intérieur de la garde de Dylan et délivrant un uppercut court et sec à son plexus solaire qui l'a fait tomber à genoux, haletant pour respirer. Tom, apparemment ne comprenant pas ce qui venait d'arriver à son ami, s'est précipité avec un coup désordonné à lui. Mark a attrapé son poignet, l'a tordu derrière son dos et a utilisé l'élan de Tom pour le projeter face première sur le côté de la berline endommagée. L'impact a laissé une toile d'araignée de fissure dans la vitre et Tom, inconscient, sur l'asphalte. Enzo, faisant preuve de plus d'intelligence que ses compagnons, a commencé à reculer vers la Camaro. Mec, on plaisantait juste, on ne voulait pas faire de mal. Mais Mark en avait fini d'écouter leurs excuses. Il leur avait donné des mois d'opportunité de choisir un chemin différent et ils avaient répondu en essayant de le tuer. Alors qu'Enzo se tournait pour courir, Mark l'a attrapé par l'arrière de sa chemise et l'a fait pivoter. « Vous avez essayé de provoquer un accident de voiture », a dit Mark, sa voix toujours terrifiante de calme. « Vous auriez pu me tuer. Vous auriez pu tuer des innocents à cette intersection. » La foule de passants qui s'était rassemblée était complètement silencieuse maintenant, regardant cette victime soi-disant passive démontrer exactement pourquoi il avait été si prudent pour éviter la confrontation. Mark ne frappait pas ses hommes par colère ou vengeance. Il les démantelait systématiquement avec le genre de précision technique qui ne venait que d'un entraînement professionnel. Enzo a balancé un coup désordonné, plus par panique que par une réelle tentative de blesser Mark. Mark a bloqué le coup avec son avant-bras, a attrapé Enzo par la gorge et l'a soulevé du sol d'une main. Pendant un instant, les pieds d'Enzo ont battu l'air inutilement, alors qu'il griffait la prise de Mark. « S'il vous plaît » a haleté Enzo. « Je suis désolé. Nous sommes désolés. » Mark l'a reposé, mais n'a pas relâché sa prise. « Êtes-vous désolé parce que vous vous êtes fait prendre, ou êtes-vous désolé parce que vous comprenez enfin ce que vous me faisiez subir tous les jours depuis des mois ?» Dylan luttait pour se remettre debout, haletant toujours à cause du coup au corps. « Tu es fou » a-t-il réussi à dire. « On s'amusait juste. » « S'amuser » Mark s'est tourné pour le regarder, et Dylan a immédiatement regretté de ne pas être resté à terre. « Vous appelez ça s'amuser d'essayer de me tuer? Vous appelez ça s'amuser des mois de harcèlement et d'intimidation ?» Plusieurs personnes dans la foule filmant maintenant avec leur téléphone, capturant le moment où la victime tranquille a finalement révélé ses véritables capacités. Mark était conscient des caméras, mais il ne se souciait plus des conséquences potentielles. Ces hommes avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. « J'ai passé des mois à essayer d'éviter ça », a dit Mark s'adressant aux trois. « J'aurais pu mettre fin à ça quand je voulais,
Mais j'espérais que vous vous ennuierez et passeriez à quelqu'un d'autre. Au lieu de ça, vous avez escaladé. Vous avez rendu ça dangereux. » Tom commençait à reprendre conscience. Du sang coulant de son nez, là où il avait heurté la vitre de la voiture. Il regardait autour de lui confus, essayant de comprendre comment il était passé de debout à allongé par terre, avec le visage plein de sang. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un sans savoir qui ils sont vraiment. T'as annoncé Mark assez fort pour que toute la foule entende. Vous avez supposé que j'étais faible parce que j'ai choisi de ne pas riposter. Vous avez supposé que j'étais effrayé parce que j'ai essayé d'éviter la confrontation. Vous aviez tort sur les 2 points. Une sirène de police s'est fait entendre au loin se rapprochant. Mark savait que sa vie allait devenir beaucoup plus compliquée, mais il ne ressentait aucun regret pour ses actions. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait à nouveau lui-même, au lieu de la victime que ces hommes avaient essayé de faire de lui. « Quand la police arrivera, » a dit Mark, regardant chacun des 3 hommes à tour de rôle, « vous allez leur dire exactement ce qui s'est passé. Vous allez admettre que vous avez causé cet accident intentionnellement. Vous allez prendre la responsabilité des mois de harcèlement et d'intimidation. » Dylan a essayé de rassembler un peu de son ancienne bravade. « Pas question. On leur dira que tu nous as attaqués sans raison. » Mark a souri, et ce n'était pas une expression agréable. « Vraiment ? Avec tous ces témoins, avec tous, ces gens qui filment, croyez-vous que quelqu'un ici croit que je vous ai attaqué sans raison après ce qu'ils viennent de voir ?» Il a fait un geste vers la foule, dont beaucoup hochèrent la tête en signe d'accord. Une femme d'âge moyen s'est avancée. « J'ai tout vu », a-t-elle annoncé. « Ces idiots ont essayé de provoquer un accident. Ils sont sortis de leur voiture pour le menacer. Ils se défendaient. »« Pareil », a ajouté un homme en costume. « Je les ai vus harceler ce gars pendant des semaines pendant mon trajet. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. » Les voitures de police sont arrivées avec un grincement de frein et un cœur de portière qui claque. 2 agents se sont approchés de la scène, observant les voitures endommagées, les 3 hommes mal en point et Mark se tenant calmement au milieu de tout cela. « Que s'est-il passé ici ?» a demandé le premier agent. Avant que Dylan ne puisse parler, Mark s'est avancé. « Je m'appelle Mark Dubois. Ces 3 hommes me harcèlent depuis des mois, et aujourd'hui, ils ont essayé de provoquer un accident de voiture qui aurait pu tuer plusieurs personnes. Je me suis défendu lorsqu'ils sont sortis de leur voiture pour me menacer. » L'agent a regardé la différence de taille entre Mark et ses agresseurs, puis les dégâts évidents sur la voiture de Mark. « Et vous êtes ?» a-t-il demandé à Dylan. Dylan a regardé autour de lui la foule de témoins, tous le fixant avec un mépris non dissimulé. Son assurance précédente s'était complètement évaporée, remplacée par la prise de conscience naissante que ses actions l'avaient finalement rattrapé. « Dylan Moreau », a-t-il marmonné. « Eh bien, monsieur Moreau, d'après ce que je vois ici et ce que ces témoins me disent, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger délibérée, agression au volant et harcèlement. » Alors que les agents menottaient Dylan et ses amis, Mark a ressenti un profond soulagement le submergeant. Pendant des mois, il avait porté le poids de leurs abus quotidiens, se disant que l'endurer était en quelque sorte noble. Mais il n'y avait rien de noble à permettre aux brutes d'escalader leur comportement jusqu'à ce que quelqu'un soit gravement blessé. Les suites de la confrontation ont tout changé dans la routine quotidienne de Mark. La nouvelle de l'incident s'est répandue rapidement dans la petite ville, aidée par les multiples vidéos de téléphone qui avaient capturé la bagarre. Mais plutôt que de dépeindre Mark comme un agresseur violent, les images montraient clairement 3 hommes attaquant quelqu'un qui essayait d'éviter la confrontation depuis des mois. Au travail, ses collègues le traitaient avec un nouveau respect qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec l'admiration. Il l'avait vu endurer des mois de harcèlement sans se plaindre, et maintenant, il comprenait pourquoi il avait été si déterminé à gérer la situation. Pacifiquement. Mark n'était pas une victime passive. Il était quelqu'un d'assez fort pour choisir la retenue même quand il avait d'autres options. Dylan, Tom et Enzo ont été inculpés de multiples chefs d'accusation liés à leurs mois de harcèlement. Le procureur de la République était particulièrement intéressé par la tentative de mise en danger de la vie d'autrui par véhicule, qui entraînait des délits graves. Les images de caméras de surveillance de divers commerces le long du trajet de Mark ont fourni la preuve de leur schéma de harcèlement, transformant ce qui aurait pu être écarté comme un simple cas de rage au volant en un cas clair de harcèlement et d'intimidation. Pendant la procédure judiciaire, Mark a témoigné du harcèlement quotidien qu'il avait enduré et de ses efforts pour éviter l'escalade. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas riposté plus tôt, sa réponse a été simple. J'espérais qu'il réaliserait qu'il s'engageait sur un chemin dangereux et choisirait d'arrêter. Je leur ai donné toutes les opportunités de s'en aller.
Le juge a été impressionné par la retenue de Mark et sa tentative claire de désamorcer la situation pendant de nombreux mois. Dylan a reçu 2 ans de prison, tandis que Tom et Enzo ont été condamnés à 1 an chacun, ainsi que des travaux d'intérêt général importants et un suivi psychologique obligatoire pour gestion de la colère. 6 mois plus tard, Mark empruntait toujours le même trajet pour aller au travail, mais l'expérience était complètement différente. L'intersection où la confrontation avait eu lieu présentait maintenant une petite plaque commémorative le remerciant pour son courage, installée par les commerçants locaux qui avaient été témoins de l'incident. D'autres conducteurs le reconnaissaient parfois et lui offraient un pouce levé ou un signe de la main amical. Le changement le plus significatif était en Mark lui-même. Il ne ressentait plus le besoin de cacher ses capacités ou de s'excuser pour sa taille. Il préférait toujours les solutions pacifiques au conflit, mais il avait appris que parfois, se défendre était la seule façon d'empêcher une situation de devenir vraiment dangereuse. Un matin de printemps doux, alors que Mark conduisait au travail écoutant le même podcast sur la résolution des conflits, il réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Il avait passé des mois à croire qu'endurer les abus était en quelque sorte plus noble que de riposter, mais cette pensée avait failli le faire tuer. Parfois, la solution la plus pacifique nécessitait d'être prêt à utiliser la force pour se défendre et défendre les autres. Alors qu'il passait l'intersection où tout s'était passé, Mark a souri et a continué sa route vers le travail, sachant qu'il ne confondrait plus jamais la patience avec la faiblesse ou la retenue avec la lâcheté. Il avait appris que la vraie force n'était pas seulement de savoir se battre, c'était de savoir quand se battre était nécessaire et d'avoir la sagesse de choisir le bon moment pour agir. Les brutes